Merci pour l'organisation de tout ceci. Mes commentaires vont être assez courts. J'ai trouvé ça très intéressant, les discussions qu'on a eues, autant en droit international privé que les questions de mariage. On a soulevé les arguments de charte. Je trouve ça assez intéressant. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, que l'argument de la liberté de religion, et je ne connais pas le demandeur dans l'affaire ici, je ne veux pas mesurer la profondeur de cette foi, mais que l'argument de la liberté de religion me semble être un prétexte. Et qu'au fond, c'est la loi sur le partage du patrimoine familial qui a été adoptée en 1989, qui semble ne pas avoir été digérée. C'est simplement ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas partager son avoir. Et je trouve que les avocats sont très imaginatifs pour trouver des arguments pour essayer de mettre de côté une loi qui avait des objectifs de solidarité conjugale, de solidarité familiale. Donc, 1989, et cette loi-là n'a toujours pas été digérée. Ça veut donc dire qu'on aurait, au Québec, un mariage civil avec des effets religieux, même en cas de rupture, quelque chose qui est l'union de fait non reconnue par le Code civil en cas de rupture, mais reconnue par d'autres lois à caractère social. Je ne parle pas de l'union civile ici parce qu'elle existe, mais très peu utilisée. On aurait cette nouvelle chose qui s'appelle union spirituelle, pas reconnue par le Code civil en cas de rupture, mais qui ressemble à l'union civile, au conjoint de fait, pardon, et qui est reconnue par les autres lois à caractère social. Donc, lorsque l'on sait que monsieur et madame tout le monde dans la rue mêlent encore les effets du mariage civil avec les effets et les conséquences de l'union de fait en cas de rupture, vous imaginez, si on a une autre sorte d'union qui se rajoute, vous imaginez l'état de confusion. Et il semble que l'État veut maintenir cette forme de confusion avec cette idée d'union spirituelle en plus. Je me suis demandé aussi, ce jugement à Larry, qui nous fait parler, avec lequel on a beaucoup de discussions, jusqu'à quel point il touche la vie de la majorité des adultes au Québec, compte tenu du fait qu'il y a peu de mariages religieux. Maintenant, je ne sais plus c'est quoi un mariage religieux, là, mais en tout cas, un mariage religieux où il y a un célébrant qui transmet sans délai une déclaration de mariage. Il y a très peu de ces mariages-là au Québec, et donc il me semble que le jugement à la vie touche peu de gens. Puis il y a des statistiques sur cette chose-là, mais il touche peu de gens. Et ça nous ramène la dernière phrase que j'avais inscrite ici, c'est quel est le rôle de l'État dans l'encadrement de la vie privée. Ça a été soulevé tantôt. Quel est le rôle de l'État? Christelle l'a soulevé, ce que l'État peut dire ceci est bien ou ceci n'est pas bien, c'est comme ça que vous allez fonctionner. Donc, est-ce que l'État peut dire à des gens qui veulent se marier religieusement, ben, vous allez être mariés religieusement, mais avec des effets juridiques. Et les effets juridiques sont, entre autres, les effets lors de la rupture et le partage du patrimoine. Donc, quel est le rôle de l'État? Et je ne peux pas m'empêcher non plus de me demander, est-ce que l'autonomie de la volonté existe vraiment? Est-ce qu'elle existe vraiment dans la sphère privée? Je sais que le rapport Roy est basé sur l'autonomie de la volonté, cette reconnaissance de l'individu. La décision Lola et les contre Lola est aussi basée sur cette supposée autonomie de la volonté. Je ne suis pas certaine qu'elle existe. Et bon, de quelle façon le conjoint vulnérable ou la conjointe vulnérable est-elle protégée à la rupture de l'union conjugale? On le voit encore, les dernières statistiques montrent que les femmes gagnent moins que les hommes pour des raisons, pour des choix familiaux, conjugaux, des bons choix ou des mauvais choix, mais on le voit encore, cette grande différence salariale et les conséquences sur les femmes de certains choix qu'elles font dans leur vie privée. Donc,
moi, je n'en viens pas de quelle façon cette loi de 1989 sur le partage du patrimoine, combien de fois elle était remise en question. Je me souviens des premières décisions qui disaient que cette loi porte atteinte au droit à la propriété des personnes. Je me souviens qu'il y avait eu des décisions comme ça dans les début des années 90. Et comment cette loi-là revient constamment. Donc, ça me surprend tout le temps comment il n'a pas été digéré et comment cette liberté, cette autonomie de choix, cette liberté contractuelle, comment quelquefois on veut la protéger et quelquefois l'État ne veut pas la protéger. Quelquefois l'État intervient, il intervient dans nos vies constamment, mais là, l'État a décidé qu'il n'intervenait pas dans ces questions-là. Donc, ça m'interpelle, je n'ai pas la réponse, mais bref, je trouve ici que dans le jugement Larry, monsieur a fait preuve de beaucoup d'imagination en utilisant la liberté de religion. Et comment on maintient la confusion, et j'ai bien hâte de voir ce que le gouvernement, les élus vont faire avec cette situation. Donc, Louis-Philippe? Merci, Louise. Alors, Louis-Philippe, oui. bonjour. Moi. Merci. Merci d'être là. On a d'ailleurs reçu un courriel de Maxime qui manifestait de manière colorée sa déception de ne pas être là pour dire au moins. Voilà, c'est ça qu'il a vraiment aimé être avec nous. D'une part, avant que je l'oublie, parce qu'en vous écoutant, il y a un nouvel argument qui est venu, en fait, une question, sur la question de la neutralité poreuse, neutralité religieuse de l'État. Dans la position, dans les arguments qui sont avancés par le plaignant dans l'affaire droit de la famille 16-2-34, il ne remet pas en cause le fait que les règles de partage à son conjoint de fait s'appliquent à lui de toute façon, indépendamment de son choix. Donc, ce n'est pas des ordres normatifs qui sont exclusifs, en fait. Même le fait qu'il décide de se marier religieusement, il y a quand même des règles qui découlent de la vie en conjoint, en concubinage. J'ai utilisé ce mot-là, oui. Donc, excusez-moi. Donc, ensemble, vivre ensemble, donc vivre à deux, voilà, en couple. Il y a des règles du Code civil qui s'appliquent. Et donc, dans la décision, il ne s'oppose pas au fait que le Code civil s'applique dans certaines circonstances. Vraiment, le cœur de son argumentaire, c'est la question du choix, c'est donc la question davantage de la discrimination et, de manière implicite, ça a été mal plaidé ou mal compris, la question de la neutralité religieuse de l'État, qui est centrale. Et c'est pour ça que ça a fait couler autant d'encre, à mon avis, cette décision-là. Ce qui a fait couler de l'encre, c'est pas tant la décision que la position de la procureure générale dans le débat, finalement. Quand on a lu que la procureure générale admettait qu'il était possible d'avoir des mariages qui n'avaient qu'une valeur religieuse sur le territoire québécois, c'est là où il y a une réaction qui était très, très forte. Donc maintenant, quand on regarde la décision, d'une perspective, bon, moi, je me suis intéressé, notamment depuis ma thèse, là, ça me poursuit, c'est comme dans le parrain 3, là, à chaque fois que j'essaie de m'en sortir de l'actualité milanène, à la liberté de conscience et de religion, hiérarchie des droits, et l'accommodement religieux, Jean-François Lisée. Alors, donc, la position qui est développée par le plaignant, c'est vraiment sur, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Alain quand il dit que la juge n'avait pas du tout à traiter des questions constitutionnelles pour régler la question, mais elle avait à traiter l'argument de la neutralité religieuse de l'État, puis elle ne le fait que de manière implicite, en fait, qui est très paradoxal dans la décision. Donc, l'argument au sens des droits fondamentaux invoqués, liberté de religion et droit à l'égalité, n'est valable que si la juge admet la position, l'interprétation de monsieur des dispositions qu'il conteste 118 et 366. Et pour l'individu, ces dispositions-là impliquent que si je me marie religieusement, automatiquement, le célébrant religieux, le ministre du culte, doit remettre la déclaration au directeur de l'État civil. Et donc, ça va produire des effets civils, des effets juridiques civils, et une personne qui se marie religieusement va devoir respecter les règles prévues dans le Code civil, notamment sur le partage du patrimoine familial. Ça, c'est sa position. Et c'est la position là où la procureure générale s'inscrit en faux, en disant non, pas du tout, ces dispositions-là donnent une option au ministre du culte. Il y a une possibilité que le ministre du culte puisse célébrer un mariage qui va produire des effets juridiques s'il envoie effectivement la fameuse déclaration du directeur de l'État civil. La juge, par ailleurs, va accepter cette position-là
Mais donc, elle va rendre également jugement sur les arguments fondés sur l'égalité et les arguments fondés sur la liberté de conscience et de religion. Il y a des choses qu'elle dit à l'intérieur de ça qui m'apparaissent un peu problématiques, et c'est là-dessus que j'aimerais revenir avec vous. Parce qu'à partir du moment, le cœur donc de l'argument amené par le plaignant, c'est M. A, c'est ça? Alors, M. A, c'est de dire que si l'interprétation qu'il fait des dispositions du Code civil tient, bien, il y a une discrimination fondée sur des convictions religieuses. Parce que, donc, l'opposition, quand on parle d'égalité, nécessairement, il y a une comparaison entre deux groupes. Alors, le groupe auquel il s'estime appartenir, c'est celui des croyants qui doivent nécessairement se marier s'ils veulent vivre avec l'élu de leur cœur. Et de l'autre côté, il y aurait les personnes qui ne sont pas croyantes. Et elles ont le choix entre les règles qui régissent les conjoints de fait ou encore le choix de se marier. Et donc, il y aurait une discrimination parce que les croyants, le groupe auquel fait partie M. A, ben, il y a moins de choix finalement que les personnes qui ne sont pas croyantes. Mais à partir du moment où la juge elle arrive, et c'est là où la structure est intéressante, selon une perspective critique, c'est que la juge elle va faire son analyse, elle va la structurer en fonction des deux dispositions évoquées par le plaignant, liberté de conscience et de religion, et droit à l'égalité. Et là, comme je vous le disais, elle aurait très bien pu se contenter de dire votre position n'est pas valable, monsieur, comme votre position n'est pas valable, donc les arguments tombent finalement, parce qu'il n'y a pas de distinction entre les croyants et les non-croyants dans les dispositions comme telles, où on reconnaît une option au ministre du culte pour agir à titre de célébrant, comme on peut reconnaître à mon grand-père, ou encore, bon, mon grand-père est décédé, ce serait complexe, mais à une personne donc proche de la famille. Mais donc, la juge, là où c'est problématique, à mon avis, d'une part, comme je vous le disais, c'est que les arguments sur la neutralité religieuse de l'État, qui justifient justement l'interprétation de la procureure générale sur le caractère optionnel du statut de célébrant au ministre du culte, elle n'en parle pas, elle n'en fait pas un argument constitutionnel. Or, c'est fondamental, c'est tout ce qui avait, à mon avis, à être traité au sens constitutionnel du terme, puis c'est la seule question qui doit nous occuper au sens constitutionnel. La liberté de conscience et de religion, depuis Begin-Druckmart en 1985, ça prévoit deux choses. Ça interdit à l'État d'imposer des obstacles indus, injustifiés, injustifiables à l'exercice des convictions religieuses des individus dans la sphère publique, mais ça force également l'État à faire preuve de neutralité religieuse de l'État. Et donc, ça consacre ce fameux principe de la séparation du religieux et de l'État. Et donc, ces deux sphères d'autonomie normative distinctes qui sont consacrées et reconnues dans différentes autres dispositions des chartes, comme par exemple le fameux article 20 de la Charte québécoise, qui permet à des églises d'adopter des standards discriminatoires en montant qu'ils agissent à l'intérieur de leur institution. Vraiment une reconnaissance du fait que l'État n'a rien à faire à l'intérieur des affaires de l'Église. Donc, l'Église n'a rien à faire dans les affaires de l'État, mais à l'inverse, le droit reconnaît également que l'État n'a pas de légitimité à intervenir dans les affaires de l'Église. Et donc, ça, elle va passer outre, elle va le faire de manière implicite, sans en parler ouvertement. Et ensuite, en fait, d'abord, parce qu'elle commence par rejeter les arguments amenés sur une violation des convictions religieuses de l'individu, en disant, bien, ici, il n'y a pas d'atteinte à vos convictions religieuses, parce que ce que vous rejetez comme tel, c'est justement des règles financières qui n'ont rien à voir avec vos convictions religieuses. Mais ça n'a pas de pertinence ici, parce que c'est un débat qui devait se faire sous l'angle de la neutralité religieuse de l'État, et non pas sous l'autre angle protégé par les convictions religieuses, celle qui protège les convictions individuelles. Dans Begin-Druckmart, ce qui est en cause, ce n'était pas les convictions individuelles des entreprises qui contestaient la loi sur le dimanche. C'est le fait que l'État n'avait pas de légitimité dans le régime post-charte canadienne à venir prescrire que le dimanche, au nom du droit criminel, la compétence fédérale en matière criminelle pour faire respecter certains aspects fondamentaux du christianisme au Canada, ça aussi c'est mort avec Begin-Druckmart, il n'y avait pas de légitimité à adopter cette loi-là. C'est ça un argument fondé sur la neutralité religieuse de l'État. Alors, les considérations sur les convictions individuelles de monsieur n'avaient pas de pertinence dans le débat. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'elle va quand même traiter du droit à l'égalité, même si l'argument sur le droit à l'égalité est mort, à mon avis, avec le fait qu'elle admet la position de la procureure générale. À partir du moment où elle admet la position de la procureure générale, selon laquelle c'est optionnel, il n'y a plus de distinction entre deux groupes. Les non-croyants ne sont pas traités de manière plus défavorable que les croyants. Mais là, elle va faire une analyse un peu étrange, à mon avis, au sens où ça va devenir un petit peu hors propos d'une part, parce que là, elle va dire qu'elle va revenir à l'analyse d'Éric Conclola en disant que les distinctions qui sont opérées en matière matrimoniale dans le Code civil du Québec, c'est des distinctions qui sont fondées sur l'état civil et non pas sur la religion.
Bon, soit, d'accord, c'est intéressant, mais ce n'était pas du tout ce qui était allégué. C'était certainement pas ce qui était allégué sur les articles 118 et 366. Puis moi, ce que je regrette également, c'est que j'aurais jugé intéressant qu'elle intègre le nouveau critère là, qui a été reconnu sur le droit à l'égalité dans l'arrêt Taïpota, qui est un arrêt dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est venu vraiment cristalliser sur la portée du droit à l'égalité 15.1 de la Charte canadienne. Dans l'arrêt Conclos-là, il y a plusieurs motifs de juge, on a du mal à savoir quelle est la grille d'analyse maintenant qu'on doit appliquer. Mais ils se sont tous entendus sur cette grille d'analyse-là dans l'arrêt Taïpota, que je prononce sans doute très très mal. Donc je vous donne la référence en 2015, 2 RCS 548. Et dans cette décision-là, la Cour, à l'unanimité, vient reconnaître le fait que quand on veut démontrer l'existence d'une violation à 15.1 de la Charte canadienne, il faut faire la preuve donc qu'il y a une distinction fondée sur un motif protégé par l'article 15.1 de la Charte canadienne. Et traditionnellement, il fallait démontrer qu'elle était réellement discriminatoire, cette distinction-là, au sens où elle était porteuse de préjugés ou de stéréotypes. Mais la Cour vient nous dire qu'une distinction arbitraire, donc une distinction préjudiciable fondée sur un motif protégé et qui n'est pas défendable, qui est arbitraire, ça suffit pour démontrer l'existence d'une violation à 15.1. Et ça, c'est nouveau. Et la juge à l'arrêt n'en parle pas dans la décision. Et ça, j'aurais jugé intéressant qu'elle fasse l'analyse en ce qui concerne les dispositions plus larges du Code civil. Alors voilà ce que j'avais à vous dire comme déclaration. Alors, merci à nos deux conférenciers. Alors maintenant, on dispose